Si l'Inter Milan existe aujourd'hui, c'est grâce à la vision divergente de ses créateurs en 1908. À contre-courant du patriotisme italien, l'Inter peuplait les terrains d'Italie de ses joueurs étrangers. C'est cette différence qui rend l'histoire de l'Inter toute particulière et je vous propose de la retracer dans cette vidéo. En 1908, le football est à l'aube de sa popularité en Italie. Cette année, la fédération italienne prend la décision d'interdire les joueurs étrangers de son championnat, une décision qui fait face aux contestations de clubs historiques, le Torino, le Genoa, le Napoli, de quoi faire revenir la fédération italienne sur sa décision qui choisit alors de dédoubler le championnat. La Prima Categoria 1908 devient le championnat officiel interdit aux étrangers, le Campionato Federale devient le championnat secondaire ouvert aux joueurs d'autres pays. Le club de la ville de Milan, l'AC Milan, choisit lui de se plier à l'idée première de la Fédé et inscrira la saison suivante un effectif exclusivement italien. En désaccord avec ce choix, 44 des membres de la direction quittent l'AC Milan pour fonder leur propre club. Le 9 mars 1908, au restaurant Oroglio à Milan, le club de l'Internazionale est fondé, un nom qui fait référence à la vision cosmopolite de ses fondateurs, prêt à accueillir des joueurs venus du monde entier. Son écusson fera quant à lui référence à cette nuit du 9 mars 1908, comme l'explique un des fondateurs du club. Cette merveilleuse nuit donnera les couleurs de notre blason, noir et bleu sur le fond doré des étoiles. Il s'appellera International parce que nous sommes frères du monde. L'Inter remporte son premier titre 2 ans après, victorieux d'un championnat italien ayant retrouvé son format d'origine. Au cours des années 20, l'Italie est marquée par la montée en puissance du fascisme sous Mussolini et ce nouveau régime politique va profondément impacter l'Inter. Ernesto Torruzio, homme politique fasciste et président du club de football de l'US Milanese, impose que son club fusionne avec l'Internazionale. Problème, le nom Internazionale est contraire à la vision nationaliste de l'époque. Sous la contrainte de Torruzio, l'Inter doit donc abandonner son nom pour devenir l'Ambrosiana. Le bleu et le noir deviennent finalement le rouge et le blanc. Mais le mandat de Torruzio aux rênes de cette nouvelle équipe fut un véritable échec. L'Ambrosiana n'est que l'ombre de l'Inter sur le terrain. Torruzio sera démis de ses fonctions politiques et sans le soutien financier du gouvernement, le club connaît de gros problèmes financiers, proche de s'écrouler, sera finalement sauvé par Oreste Simonotti, ancien président de Casale, un autre club italien, qui couvrira les dettes, redressera le club sportivement en remportant dans la foulée le 3e titre de son histoire. Faisons un saut dans le temps jusqu'aux années 1960. Ça fait 15 ans maintenant que le régime fasciste a chuté et que l'Ambrosiana a pu retrouver son nom d'origine, l'Internazionale. Cette décennie 1960 sera d'abord marquée par l'arrivée d'un entraîneur mythique du club. Vous le connaissez peut-être car il a marqué l'histoire du football. Il s'agit de Helenio Herrera. À l'époque, la norme était de prôner un football offensif, d'attaquer pour pouvoir gagner des matchs. C'était la philosophie des grandes équipes, du Real, du Brésil, vainqueur de la Coupe du Monde 1958. Mais Helenio Herrera, lui, arrive sur le banc de l'Inter pour proposer un style nouveau finalement, à l'image de ce qu'est l'Inter historique, un club aux idées différentes qui casse les codes actuels. L'entraîneur argentin met l'accent sur la rigueur défensive, un schéma à 5 défenseurs et mise son jeu sur ses contre-attaques fulgurantes. Autrement dit, l'idée est de défendre pour mieux attaquer ensuite, et ça fonctionne. L'Inter connaît ses meilleures heures sous Herrera avec notamment un premier sacre en Coupe des clubs champions en 1964, donc l'ancêtre de la Ligue des champions actuelle. L'année suivante, l'espoir de conserver son trophée s'amenuise après que l'Inter perde 3-1 en demi-finale aller contre Liverpool. Quelques jours plus tard à Anfield, le match retour laissera place au match sûrement le plus iconique de l'histoire du club italien et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle dans cette vidéo. À la 8e minute, Corso réduit une première fois l'écart d'un geste pour lequel il était réputé à l'époque un coup franc en feuille morte. Peu de temps après, Perrault marque un incroyable 2e but en allant surprendre le gardien, donc 2-0. Puis le 3e but viendra finalement à l'heure de jeu. À la 90e minute du match, la fin est sifflée, l'Inter l'emporte donc 3-0 et vient d'achever un des matchs les plus importants de son histoire, car grâce à cette remontada, quelques jours plus tard, les Nerazzurri remporteront une 2e Coupe des clubs champions en battant le Benfica de Lisbonne dans une finale bien moins spectaculaire pour le coup, 1-0 pour les interistes. Voilà pourquoi Helenio Herrera est un
un entraîneur mythique du club, avec qui il remporte donc 3 championnats d'Italie, mais surtout les 2 premières Ligues des Champions, Coupe des clubs champions de l'histoire de l'Inter. L'entraîneur argentin est considéré encore aujourd'hui comme celui qui a popularisé le catenaccio, le verrou italien, qui va ensuite se démocratiser dans tout le pays. Pourtant, et pour l'anecdote, il a toujours détesté cette étiquette et expliqué que si son équipe était aussi impliquée défensivement, c'était toujours dans l'idée d'être plus efficace offensivement en contre-attaque. L'année 1995 signe le retour de la famille Moratti à la présidence du club. Alors on n'en a pas encore parlé, mais le père Angelo Moratti était le président de la Grande Inter des années 1960. En 1995, c'est le fils qui rachète le club, donc Massimo Moratti. Et Massimo fait du Scudetto une obsession, l'Inter n'ayant plus remporté le titre national depuis la dernière décennie. Et pour cela, il dépense sans limite pour recruter les meilleurs joueurs de la planète. Ronaldo, R9, Vieri, Baggio, Djorkaeff, Keane, Seedorf, Bergkamp, Crespo. Tous ces grands joueurs ont évolué sous la tunique bleue et noire, ce qui permettra à l'Inter de remporter 3 coupes UEFA, donc l'ancêtre de la Ligue Europa. Pourtant, même si l'Inter brille sur la scène européenne, malgré tous les millions d'euros dépensés, le titre national continue de lui échapper car, certes, sur le papier, l'équipe est sans doute une des meilleures équipes du monde en termes d'individualité, mais les entraîneurs sur le banc s'enchaînent et aucun d'entre eux n'arrive à trouver la formule d'un véritable équilibre collectif, problématique finalement encore très actuelle aujourd'hui au regard de certains clubs. Les années passent et les désillusions se répètent toujours pour l'Inter, toujours à la conquête d'un nouveau Scudetto. La saison 2005-2006 ajoute un nouvel échec, l'Inter termine 3ème, derrière la Juventus et l'AC Milan. Mais l'issue de la saison va connaître un énorme bouleversement, et ce bouleversement, il s'appelle le Calciopoli. Le Calciopoli va fuiter dans la presse, et on parle ici d'un énorme scandale du football italien où plusieurs clubs sont suspectés d'avoir influencé l'arbitrage de certaines rencontres. Suite à cela, la fédération italienne décidera de pénaliser la Juventus et l'AC Milan sur la dernière saison, ce qui va profiter à l'Inter, qui va passer alors de la 3ème à la première place et remporter finalement un titre sur tapis vert après 15 ans d'échecs, mais un titre qui est donc tombé à retardement et qui manque d'une certaine saveur. Heureusement pour les supporters nerazzurri, l'Inter affirmera sa domination nationale en allant chercher ensuite 2 nouveaux titres lors des 2 saisons suivantes. Le 2 juin 2008 marque l'arrivée de quelqu'un qu'on connaît tous, José Mourinho, à l'Inter de Milan, mais l'arrivée de l'ancien coach de Chelsea en Italie divise, car il faut dire que l'homme est un personnage à lui tout seul. Les anecdotes ne manquent pas pour le portugais. On peut parler notamment de cette interview où il raconte, notamment à la journaliste, que son joueur Maicon faisait toujours en sorte d'être suspendu avant Noël pour rentrer plus tôt au Brésil. Mourinho le savait, et la veille d'un match contre Sienne, il explique à son latéral que s'il est averti comme chaque année, il ne l'autoriserait pas à partir en avance au Brésil. Lors du match, Maicon inscrit un premier but, puis un doublé, et se fait avertir finalement en retirant son maillot pour célébrer son but. Mourinho reviendra sur ses paroles et lui offrira même une semaine de vacances supplémentaires. C'est une anecdote parmi tant d'autres survenue lors de son mandat à l'Inter. Mourinho faisait donc parler beaucoup de lui hors du terrain, mais il était surtout, à l'époque, un des meilleurs tacticiens. Lors de la saison 2009-2010, il remporte le championnat, il remporte la Coupe d'Italie, mais l'Inter brille également sur la scène européenne en Ligue des Champions, victorieuse de Chelsea en 8ème, du CSKA Moscou en quart. Les nerazzurri réalisent surtout l'exploit d'éliminer l'intouchable Barcelone de Guardiola, 3-2 score cumulé. Cet exploit, c'est une allégorie du style Mourinho, capable de remporter des rencontres en laissant totalement le ballon à son adversaire, tout l'inverse du Barça de l'époque, et notamment le Barça avait fini avec 77% de possession lors du match retour. Sur cette double confrontation, Mourinho réussit finalement à battre le plus grand entraîneur de l'époque avec sa propre manière. Quelques semaines plus tard, le coach portugais ira remporter la Ligue des Champions contre le Bayern 2-0. L'Inter fait alors le triplé championnat coupe Ligue des Champions avec dans ses rangs des joueurs historiques comme Lucho, comme Samuel, comme Maicon, comme Zanetti, comme Schneider, Eto'o ou encore Diego Milito. Bien, merci pour l'invitation. Je donnerai mon regard sur le renouveau de l'Inter après des années post-triplette et particulièrement difficiles, puisque les 2 périodes fastes dans l'histoire de l'Inter sont liées à une famille.
la famille Moratti, Angelo, président de la Grande Inter, avec 2 Coupes des clubs champions, et puis son fils Massimo, président du fameux triplette en 2010, avec José Mourinho sur le banc. Le renouveau de l'Inter, cette fois-ci, n'est pas vraiment lié à un président, n'est pas vraiment lié à une famille, parce que la famille Zhang, à travers la société chinoise Suning, a vraiment redressé le club depuis leur achat en 2016. Plus de 700 millions d'euros investis jusqu'en 2020 et la crise mondiale liée au Covid. Je pense qu'il est vraiment important de rappeler les efforts financiers et humains qui ont été mis pendant 4-5 ans comme ça pour vraiment nettoyer les comptes du club et remettre de l'ordre aussi au niveau de l'organigramme. Mais le Scudetto 2021, certes, part de là, mais il part surtout de décembre 2018. Steven Zhang est alors allé chercher Giuseppe Marotta, qui était à peine écarté de la Juventus pour lui confier la gestion de toute l'ère sportive du club. Si l'administrateur délégué, Beppe Marotta est surtout le vrai patron en fait au quotidien, parce que Steven Zhang est presque toujours en Chine. Et avec Antonello, qui lui s'occupe de la partie financière, il gère vraiment l'Inter et ont permis de maintenir à flot la société ces derniers mois malgré la crise qui touche tout le monde du football. Et on l'a vu avec les départs de Conte, puis d'Hakimi et Lukaku. En plus, malheureusement, de ce qui est arrivé à Eriksen, on pensait que c'était un petit peu la fin déjà de cette période positive. Mais Marotta connaît trop bien le football et l'Italie. Il anticipe tout. Et on l'a vu, il a été chercher Simone Inzaghi, un entraîneur qui est vraiment intercompatible. Il a su s'adapter à l'effectif. Il est vraiment travailleur, dans un côté beaucoup plus calme que Conte. Il a vraiment apporté de la sérénité. On voit que ça porte ses fruits. Et de la même façon pour les joueurs, Dzeko, Dumfries sont des joueurs qui coûtent peu, mais qui ont réussi à remplacer de façon vraiment efficace Lukaku et Hakimi, qui étaient vraiment 2 des leaders de l'Inter de Conte. Cette façon d'anticiper, c'est une qualité qui manquait à Massimo Moratti, qui était trop tifoso pour être rationnel et qui écoutait beaucoup trop son cœur. Alors certes, l'Inter est encore loin de pouvoir rêver à une 4e Ligue des Champions, mais elle pense peut-être dès cette saison à une 2e étoile, et celle-là serait vraiment signée Beppe. Alors, après les Moratti, l'Inter peut déjà dire merci à Marotta. Voilà pour l'histoire de l'Inter, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo où on retrace l'histoire d'un club, d'une équipe, d'une sélection nationale ou même d'un joueur, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, à proposer des sujets et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, à très bientôt, salut.